Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Au début de notre rencontre, il y a eu l'album de Jean Arambat, Ulysse. Jean Arambat, qui est donc dessinateur de bande dessinée, a créé cet album qui est sorti aux éditions Actes Sud, que vous trouverez facilement en librairie si on vous met l'eau à la bouche. Et donc, Jean va dessiner quelques dessins inspirés de cet album qui raconte donc le retour d'Ulysse chez lui. Pendant ce temps, Elisa Velia, qui est chanteuse, musicienne, harpiste grecque, va jouer des morceaux de musique à la harpe et chanter en grec l'histoire d'Ulysse. C'est-à-dire que les paroles que vous allez entendre en grec racontent aussi l'histoire d'Ulysse. Et pendant ce temps, je vais dire des extraits d'un texte de Jean-Pierre Vernant, qui est un spécialiste de la mythologie grecque, et donc qui raconte lui-même à sa manière le retour d'Ulysse chez lui. Le matin, à l'aube, Ulysse se réveille, il regarde ce paysage qui lui est tout à fait familier, où il a passé tout son jeune âge, et il ne reconnaît rien. En effet, Athéna a décidé qu'avant de rentrer, notre héros devait être transformé de fond en comble. Pourquoi ? Parce que pendant son absence, et en particulier pendant les 10 dernières années, une centaine de prétendants, considérant qu'Ulysse était mort, ou du moins disparu à jamais, vivent dans sa maison. Ils s'y retrouvent, ils passent leur temps, ils y mangent, ils boivent, ruinant les troupeaux, vidant les réserves de vin et de blé, en attendant que Pénélope se décide pour l'un d'entre eux, ce qu'elle ne veut pas faire. Elle a employé 1000 ruses. Elle a prétendu qu'elle ne pouvait pas se marier avant d'être sûre que son mari soit mort. Ensuite, qu'elle ne pouvait pas se marier avant d'avoir préparé pour son beau-père un linceul, une toile dans laquelle on l'ensevelirait. Alors elle est dans l'appartement des femmes, cependant que les prétendants
dans la grande salle où ils festoient au banquet, couchent, le repas fini, avec celle des servantes qui ont accepté de trahir la cause de leur maître. Et ils font là 1000 autres folies. Pénélope, dans sa chambre, tisse sa toile tout le jour, mais le soir venu, défait tout le travail. Ainsi, pendant presque 2 ans, elle a pu abuser les prétendants en arguant que l'ouvrage n'était pas achevé. Mais une des servantes a fini par révéler la vérité aux prétendants, qui exigent alors une décision de Pénélope. Naturellement, ce qu'Athéna veut donc éviter, c'est qu'Ulysse ne reproduise l'erreur d'Agamemnon. C'est-à-dire qu'il ne revienne sous sa véritable identité et ne tombe dans le traquenard que lui réservent ceux qui l'attendent. Il faut donc qu'il apparaisse déguisé, incognito. Pour ce faire, pour qu'on ne l'identifie pas, il faut aussi qu'il ne reconnaisse pas lui-même le paysage familier de sa patrie. Quand Athéna s'est manifestée à Ulysse sur la grève où on l'a débarqué, elle lui a expliqué la situation. Il y a les prétendants, tu dois les tuer, il faut que tu te trouves l'appui de ton fils Télémaque qui est rentré, d'Eumée le porcher, du boucher Philaétios, et ainsi tu arriveras peut-être à les vaincre. Je t'aiderai, mais je dois d'abord complètement te transformer. Comme il accepte sa proposition, elle lui fait voir Ithaque sous son vrai jour, telle qu'elle est en réalité. La nuée se dissipe et il reconnaît sa patrie. De même qu'elle avait versé sur lui la grâce et la beauté dans sa rencontre avec Nausicaa, à présent elle verse sur lui la vieillesse et la laideur. Ses cheveux tombent, il devient chauve, sa peau se flétrit, ses yeux deviennent chassieux, il est tordu, couvert de haillons, il pue. Il a en tout point l'affreuse allure d'un mendiant déjeté. Le plan d'Ulysse, c'est en effet d'aller dans son palais, de jouer les moins que rien, les miséreux quémandant leur nourriture, d'accepter toutes les injures qui lui seront faites et d'arriver ainsi à évaluer la situation, à se trouver des complices et à mettre la main sur son arc. Cet arc que lui seul était capable de bander, il va tâcher de se le faire donner, l'air de rien, à la première occasion, pour tuer avec son aide les prétendants. Il arrive aux portes du palais. Il croise le vieil Eumée, son porcher. Il lui demande qui il est et qui sont ceux qui se trouvent dans la demeure. Eumée répond « Mon maître Ulysse est parti il y a 20 ans. On ne sait pas ce qu'il est devenu, c'est un terrible malheur, tout croule. Les prétendants sont dans les murs, la maison est ruinée. Ils pillent les nourritures, les troupeaux. Il faut que j'apporte tous les jours des porcelets pour qu'ils mangent. C'est épouvantable. » Ils avancent tous deux vers l'entrée du palais, et à ce moment, Ulysse aperçoit près de la porte, sur un tas d'ordures, là où on dépose le matin toutes les saletés de la maison, un chien, Argos. Il a 20 ans, il est semblable à Ulysse, son chien, son double en chien, c'est-à-dire répugnant, pouilleux, affaibli, au point de ne presque plus pouvoir bouger. Ulysse demande à Eumée, « Ce chien, comment était-il quand il était jeune ?»« Oh, il était remarquable. C'était un chien de chasse, il attrapait les lièvres sans en manquer aucun, il les ramenait. »« Ah bon, dit Ulysse, qui continue à avancer. Pourtant, le vieil Argos lève un peu la truffe et reconnaît son maître. Mais il n'a même plus la force de se déplacer. Simplement, il agite la queue, il pointe les oreilles. Ulysse voit ce vieux chien, tout décrépit soit-il, le reconnaître, lui, à la façon dont les chiens reconnaissent par un flair immédiat. Les humains
pour l'identifier, auront besoin de sémata, de signes, d'indices qui leur serviront de preuve. Ils vont réfléchir sur ces signes pour reconstruire l'identité d'Ulysse. Le chien, pas du tout. Du premier coup, il sait que c'est Ulysse. Il le flaire. En voyant son vieux chien, Ulysse est complètement bouleversé, au bord des larmes. Vite, il s'éloigne. Le chien meurt, Eumée ne s'est aperçu de rien. Ils avancent. Au seuil du palais, ils rencontrent un autre mendiant, Iros, plus jeune que ne paraît Ulysse. Iros est le mendiant en titre. Il est là depuis de longs mois, il reçoit les colibets et les coups pendant que les prétendants festoient. Il s'adresse tout de go à Ulysse, déguisé en mendiant, comme lui. « Qu'est-ce que tu fais là? Fiche-moi le camp, c'est ma place. Ne reste pas ici, tu n'auras rien. » Ulysse répond « On verra bien. » Ils entrent ensemble. Les prétendants sont à table, en plein repas. Les servantes leur servent à boire et à manger. Ils rient en voyant deux mendiants au lieu d'un. Iros commence à chercher querelle à Ulysse, et les prétendants s'en amusent, se disant qu'Iros, étant plus jeune, va vaincre facilement l'autre, qui est vieux. Ulysse refuse d'abord la bataille, puis accepte de régler la querelle à coups de poing. Chacun regarde. Ulysse relève un peu sa tunique, et les prétendants découvrent que ce vieillard ramolli a des cuisses encore solides, et que la fin du combat n'est pas si évidente. La bataille s'engage, et en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire,
Ulysse assomme Iros sans force, au milieu des exclamations joyeuses de toute l'assistance qui crie bravo. Ulysse jette Iros en dehors du palais, mais ensuite il subit toute une série d'injures et d'humiliations. Un des prétendants ne se contente pas de paroles. À travers la table, à toute volée, il lui envoie un pied de bœuf pour le blesser. Il le touche à l'épaule et il lui fait mal. C'est Télémaque qui calme le jeu, en déclarant « Cet homme est mon hôte. Je ne veux pas qu'il subisse d'injures ni de mauvais traitements. » Ulysse se fait reconnaître d'un certain nombre de personnes dont il veut l'appui. D'abord par Télémaque, rentré d'une expédition qu'il a conduite pour recueillir des nouvelles de son père. À son retour, il a échappé à un traquenard que les prétendants, mis au courant de son départ, lui ont tendu. Ceux-ci voulaient en profiter pour le tuer et pouvoir ensuite épouser Pénélope sans obstacle. Épouser Pénélope, c'est se mettre dans le lit d'Ulysse, la couche royale, et donc devenir souverain d'Ithaque. Prévenu par Athéna, Télémaque échappe au piège, débarque à un autre endroit que celui où il était attendu et s'en va directement chez Eumée. Première rencontre entre Télémaque et Ulysse. Eumée part prévenir Pénélope que son fils est vivant. Ulysse et Télémaque sont seuls dans la petite cabane du porcher. Athéna surgit. Ulysse la voit, les chiens aussi flairent sa présence, ils sont terrorisés, leurs poils se hérissent, ils baissent la queue, ils se cachent sous la table. Télémaque, lui, ne voit rien. La déesse invite Ulysse à l'accompagner dehors. Elle le touche de sa baguette magique et Ulysse reprend son ancienne apparence. Il n'est plus affreux à voir, il est semblable aux dieux qui habitent le vaste ciel. Télémaque, le voyant pénétrer dans la cabane, n'en croit pas ses yeux. Comment un vieux mendiant peut-il devenir un dieu? Ulysse se fait connaître, mais son fils ne veut pas le croire, sans obtenir de lui une preuve. Ulysse ne lui en donne pas, sinon qu'il le réprimande, comme un père son fils. Est-ce que ça va cesser? Tu as ton père devant toi et tu ne le reconnais pas? Télémaque ne peut évidemment pas le reconnaître puisqu'il ne l'a jamais vu. Je te dis que je suis Ulysse. En s'imposant de cette façon, Ulysse se situe par rapport à Télémaque en position de père.
Télémaque n'était jusqu'ici en position de rien, parce qu'il n'est pas encore un homme, sans être non plus un enfant, parce qu'il dépend de sa mère, tout en se voulant libre. Il est dans une position ambiguë, mais le fait que son père soit là, ce père dont il ne savait même pas s'il était encore vivant, et qui n'était peut-être pas le sien, malgré ce qu'on lui avait dit, quand donc il voit son père planté devant lui, en chair et en os, lui parlant comme un père à son fils, non seulement Ulysse se sent alors conforté dans son identité de père, mais Télémaque se trouve enfin confirmé dans son identité de fils. Tous deux deviennent les deux termes d'un rapport social, humain, constitutif de leur identité. Avec l'aide d'Eumée et de Philaétios, ils vont ensuite essayer de monter l'opération de vengeance. Entre-temps, le plan d'Ulysse a failli rater. Pénélope a demandé à recevoir ce vieux mendiant dont Télémaque lui a signalé la présence et dont la nourrice, Euryclée, lui a dit que les prétendants se sont montrés très grossiers à son égard. Elle le reçoit et l'interroge, comme elle le fait avec tous les voyageurs de passage, pour savoir s'il n'aurait pas vu Ulysse. Naturellement, il lui raconte un de ces mensonges dont il est coutumier. Non seulement je l'ai vu, il y a longtemps, il y a près de 20 ans, lors de son départ vers Troie, comme il passait par chez nous, mais mon frère, Idoménée, est parti combattre avec lui. Moi, j'étais trop jeune. Je lui ai fait plein de cadeaux. La reine écoute ce récit en se demandant s'il est véridique ou non. Donne-moi une preuve de ce que tu avances. Peux-tu me dire quelle robe il portait? Bien entendu, Ulysse décrit en détail le tissu fin et en particulier un bijou précieux que Pénélope lui avait donné. Un bijou ciselé qui représentait un faon en train de courir. Alors Pénélope se dit, c'est bien exact, il dit vrai. Et par conséquent, elle a un élan d'affection pour cette vieille ruine, en se disant qu'il a quand même vu Ulysse, qui l'a aidé. Elle demande à la nourrice
Euryclée de s'occuper de lui, de le baigner, de lui laver les pieds. C'est alors que la nourrice déclare à Pénélope qu'il ressemble à Ulysse, bien qu'on puisse se demander comment cela est possible après la métamorphose qu'Athéna lui a fait subir. Il a les mêmes mains et les mêmes pieds. Pénélope répond non, pas tout à fait. Il a les mains et les pieds qu'Ulysse doit avoir maintenant, après 20 ans de vieillissement et de souffrance, s'il est encore en vie. L'identité d'Ulysse est très problématique. Non seulement il est déguisé en mendiant, mais comme il est parti à l'âge de 25 ans, il en a 45 à présent. Même si ses mains sont les mêmes, elles ne sont pas identiques. Il est à la fois le même et tout différent. La nourrice prétend néanmoins qu'il lui ressemble, et elle dit à Ulysse, « Parmi tous les gens qui sont venus ici, les voyageurs, les mendiants, qu'on a reçus comme des hôtes, tu es quand même celui qui me rappelle le plus Ulysse. » « Oui, oui, dit Ulysse, on m'a déjà dit ça. » Il pense alors qu'en lui lavant les pieds, Euryclée va voir une cicatrice particulière qui risque, en dévoilant trop tôt son identité, de le mettre dans l'embarras et de faire rater son entreprise. Car, quand Ulysse était tout jeune, 15, 16 ans, il avait été chez son grand-père pour y subir son initiation de kouros, passer de l'état d'enfant à celui d'adulte. Il s'agissait pour le jeune garçon, armé d'une lance, d'affronter seul, sous le contrôle de ses cousins, un énorme sanglier et de le vaincre. Ce qu'il avait fait. Mais le sanglier, en chargeant, lui avait ouvert la cuisse à la hauteur du genou. Il était revenu de là-bas, tout content, mais avec cette cicatrice qu'il avait montrée à tout le monde. Et il avait raconté en détail comment cela s'était passé, comment on l'avait soigné, comment on lui avait fait des cadeaux. Bien entendu, Euryclée était aux premières loges, puisqu'elle était la nourrice. Quand le grand-père, Autolycos, était venu, naguère, à la naissance de l'enfant, elle portait le bambin sur ses genoux. Elle avait prié Autolycos de choisir un nom pour son petit-fils. C'est de là qu'Ulysse tire son nom. Comme une de ses fonctions était de laver les pieds des hôtes, Euryclée devait être experte en toute forme de pied. Ulysse réfléchit. Si elle voit la cicatrice, elle va comprendre. Ce sera pour elle un séma, le signe que je suis Ulysse, ma signature. Il se met donc dans un coin sombre pour qu'on n'y voit rien. La nourrice va chercher de l'eau tiède dans une bassine, elle prend le pied d'Ulysse dans l'obscurité, sa main glisse sur le genou, elle sent le bourrelet, elle regarde, laisse tomber la bassine, l'eau se répand. Elle pousse un cri. Ulysse lui met la main sur la bouche, elle a compris. Elle jette un regard vers Pénélope pour que ce regard transmette à l'épouse la nouvelle que cet homme est Ulysse. Athéna fait en sorte que Pénélope ne croise pas ce regard et qu'elle ne sache rien. « Mais, mon petit Ulysse, murmure Euryclée, comment ne t'ai-je pas reconnu tout de suite ?» Ulysse fait taire sa nourrice. Elle l'a reconnu, mais Pénélope doit demeurer dans l'ignorance. Au porcher, au bouvier, Ulysse montrera également sa cicatrice pour leur prouver qu'il est bien lui.
ξενιδήσει, που να το παιδί μη τύχει δε ξυπνήσει και ρωτήσει η δύση, που να το παιδί μη τύχει δε ξυπνήσει. Pénélope, sous l'influence d'Athéna, décide que le pillage de sa maison a assez duré. Elle va donc mettre sa main au concours. Pour cela, elle descend de sa chambre, encore embellie par les soins d'Athéna, pour annoncer aux prétendants et à Ulysse, tout subjugué d'admiration, qu'elle abandonne sa retraite permanente. Celui d'entre vous qui sera capable de bander l'arc de mon mari et de traverser la série des cibles que nous allons disposer dans la grande salle, celui-là sera mon mari et la question sera réglée. On peut par conséquent dès maintenant préparer le mariage, c'est-à-dire décorer la maison et préparer la fête. Les prétendants sont ravis. Chacun est convaincu qu'il arrivera à bander l'arc. Pénélope remet à Eumée l'arc et le carquois plein de flèches qu'elle a tirés de leur cachette. Elle se retire aussitôt, regagne ses appartements. Elle s'étend sur sa couche où Athéna verse sur elle ce calme et doux sommeil auquel elle aspire. Ulysse fait en sorte que les portes de la grande salle soient fermées pour qu'on ne puisse pas en sortir et que les prétendants n'aient pas leurs armes sur place. À ce moment, commence la grande cérémonie de l'arc. Tous s'efforcent de le bander sans y parvenir. Enfin, Antinos, le plus assuré du succès, échoue lui aussi. Télémaque annonce alors qu'il va tenter l'exploit, ce qui signifierait que, d'une certaine façon, il est Ulysse, que par conséquent sa mère va rester avec lui sous son autorité et ne se remariera pas. Il essaie, il est prêt de réussir, mais échoue également. Ulysse lui prend l'arc des mains et dit, toujours sous l'apparence d'un pauvre mendiant, « Je vais essayer à mon tour. » Naturellement, les prétendants l'injurient, « Tu es fou, tu as perdu la tête, tu n'imagines pas que tu vas épouser la reine. » Pénélope réplique qu'il n'est dans son cas pas question de mariage, mais de sa seule compétence dans le tir à l'arc. Ulysse déclare qu'il ne veut évidemment pas l'épouser, mais que jadis il tirait bien et qu'il veut voir s'il en est encore capable. « Tu te moques de nous !» protestent les prétendants, mais Pénélope insiste. « Non, laissez-le faire. S'il réussit, cet homme, qui a vu autrefois mon mari dans sa jeunesse, je lui offrirai beaucoup de cadeaux. Je l'installerai. Je lui donnerai les moyens d'aller ailleurs. Je le tirerai hors de sa condition misérable de mendiant. Je l'établirai. » Pas un instant, elle ne pense qu'il pourrait être un époux pour elle. Sans attendre, elle regagne l'étage des femmes. Ulysse prend l'arc, il le bande sans trop d'effort, lance une flèche et tue l'un des prétendants. Antinos, à la grande stupeur de tous les autres, il s'écrie indigné que ce furieux est un maladroit, un danger public, qu'il ne sait pas tirer à l'arc. Au lieu de viser la cible, il a tiré sur un des hommes présents. Mais Ulysse les tue tous, aidé par Télémaque, le bouvier et le porcher. Les prétendants tentent d'en réchapper, mais tous les 100 sont immolés. La pièce est pleine de sang. Pénélope, remontée dans ses appartements, n'a rien vu, rien entendu, parce que, de nouveau, Athéna l'a endormie. On expulse les cadavres des prétendants, on lave et purifie la salle, on remet tout en ordre. Ulysse se renseigne pour savoir lesquelles de ses servantes ont dormi avec les prétendants et donne l'ordre de les punir.
comme des perdrix, on les attache en cercle au plafond et elles sont toutes pendues. La nuit tombe. Le lendemain, on fait semblant de préparer des noces pour que les parents des prétendants ne soupçonnent pas le massacre de leurs enfants. On fait comme si la maison était fermée pour cause de noces. Il y a de la musique, toute la maison résonne du bruit de la fête. Euryclée monte 4 à 4 les escaliers pour réveiller Pénélope. Descend, les prétendants sont morts, Ulysse est en bas. Toi qui me contais ces balivernes, je la jetterai dehors. Ne joue pas avec mes espoirs et ma douleur. La nourrice insiste. J'ai vu sa cicatrice, je l'ai reconnue. Télémaque aussi. Il a tué tous les prétendants, je ne sais pas comment, je n'étais pas là, je n'ai rien vu, j'ai entendu seulement. Pénélope descend avec des sentiments très mélangés. D'un côté, elle espère que c'est bien Ulysse. Et en même temps, elle doute qu'il puisse avoir, seul avec Télémaque, tué la centaine de jeunes guerriers qui étaient là. Cet homme, qui serait Ulysse, lui a donc raconté des mensonges quand il a prétendu avoir rencontré son époux 20 ans auparavant. Il lui a dit des mensonges tout semblables à la réalité. Aussi, qu'est-ce qui prouve qu'il ne ment pas encore maintenant ? Elle arrive dans la grande salle, elle se demande si elle va courir vers lui, mais elle demeure immobile. Ulysse, sous son aspect de vieux mendiant, est en face d'elle, les yeux baissés, il ne dit pas un mot. Pénélope ne peut parler. Elle se dit que ce vieillard n'a rien de commun avec son Ulysse. Elle est dans une position différente des autres. Ceux-là, avec le retour d'Ulysse, se retrouvent eux-mêmes dans un statut social défini. Télémaque avait besoin d'un père, et quand Ulysse apparaît, il redevient son fils. Le père d'Ulysse doit retrouver un fils. Comme les serviteurs, le maître dont ils étaient privés, chacun avait besoin, pour être soi, de restaurer la relation sociale sur laquelle se fondait son statut. Pénélope, elle, n'a pas besoin d'un mari. Ce n'est pas un époux qu'elle cherche. Elle en a une centaine qui tournent autour de ses jupes depuis des années en prétendant à ce titre et qui lui cassent les pieds. Elle ne veut pas un mari. Elle veut Ulysse. Elle veut cet homme-là. Elle veut très exactement l'Ulysse de sa jeunesse.
Aucun des signes qui sont convaincants aux yeux des autres, de ces signes publics que sont la cicatrice, le fait qu'il ait bandé l'arc, ne lui fournissent la preuve qu'il s'agit bien de son Ulysse. D'autres hommes pourraient présenter les mêmes signes. Elle veut Ulysse, c'est-à-dire un individu singulier qui a été son époux par le passé et qui a disparu pendant 20 ans. C'est ce fossé des 20 ans qui doit être comblé. Elle veut donc un signe secret que seuls lui et elle puissent reconnaître, et il y en a un. Pénélope doit être plus rusée qu'Ulysse. Elle le sait capable de mentir. Alors, elle va le piéger. Ulysse, plus tard dans la journée, a été métamorphosé par Athéna pour reprendre ses traits propres. Ulysse, avec 20 ans de plus. Il se retrouve donc face à Pénélope dans toute sa beauté de héros. Et celle-là n'arrive toujours pas à se décider à le reconnaître. Télémaque est furieux contre elle. Euryclée aussi. On reproche à Pénélope son cœur de pierre. Mais elle a justement ce cœur d'airain qui lui a permis de résister à tout ce que les prétendants lui ont fait subir. Si cet homme est bien le seul et l'unique Ulysse, nous nous retrouverons parce qu'il y a entre nous un signe secret et sûr. Un signe irréfutable que nous sommes, lui et moi, seuls à connaître. Ulysse sourit et se dit que tout va bien. Comme elle est maligne, au soir couchant, elle demande à ses servantes d'apporter le lit de sa chambre pour Ulysse, parce qu'ils ne vont pas dormir ensemble. À peine a-t-elle donné ses ordres qu'Ulysse voit rouge. Il entre dans une véritable fureur. Quoi? Apporter ici le lit? Mais ce lit, on ne devrait pas pouvoir le déplacer. Pourquoi? Parce que, s'exclame Ulysse, ce lit, c'est moi qui l'ai construit. Je ne l'ai pas dressé mobile sur ses 4 pieds. Un de ses pieds, c'est un olivier, enraciné dans la terre. C'est sur cet olivier, taillé et coupé, à partir de lui, intact dans le sol, que j'ai bâti cette couche. Elle ne peut pas bouger. À ces mots, Pénélope tombe dans ses bras. Tu es Ulysse. Ce pied de lit est fixe, immuable. L'immuabilité de ce pied de lit nuptial est l'expression de l'immuabilité du secret qu'ils partagent tous deux. Celle de sa vertu à elle et de son identité à lui.
ce n'est pas tout à fait le cas. Il y a encore Laërte, le père d'Ulysse, qui n'est pas au courant du retour de son fils. Ulysse a un fils, il a sa femme, dans le regard de laquelle il lit une complète fidélité. Il a des serviteurs. Avant que l'histoire ne se termine, Ulysse va rendre visite à son père. Il a abandonné sa tenue de mendiant. Il veut voir si, après 20 ans, son père le reconnaîtra. Est-ce qu'Ulysse est bien lui-même après 20 ans? Il arrive dans le jardin où son père s'est retiré, solitaire, malheureux, travaillant la terre avec 2 esclaves hommes et une esclave femme. Son père, Laërte, est dans le même état qu'Argos sur son tas de fumier, et que lui-même quand il s'est présenté en mendiant au palais. Ulysse arrive, Laërte lui demande ce qu'il veut. Ulysse commence par débiter des mensonges, je suis un étranger. Tout en parlant, il fait semblant de prendre son père pour un esclave. Tu es vraiment sale comme un peigne. Tu es vêtu de façon sordide. Ta peau est dégoûtante. Ton chapeau est en peau de bête, comme un serviteur de bas étage peut t'emporter. Laërte se fiche pas mal de ce qu'on lui dit. Il n'a qu'une question en tête. Ce voyageur étranger aurait-il des nouvelles de son fils? Ulysse va donc lui raconter, selon son habitude, des histoires à dormir debout. Laërte se met à pleurer. Il est mort, et prend de la terre qu'il répand sur sa tête en poussière. En le voyant dans un tel état de détresse, Ulysse estime qu'il a assez menti. Arrête, Laërte. Ulysse, c'est moi. Pourquoi serait-ce toi? Donne-moi des signes. Ulysse lui montre sa cicatrice, mais cela ne suffit pas à son père. Il raconte alors comment, du temps où il était un tout petit enfant, Laërte, dans la force de l'âge, lui a montré, nommé et donné tous les arbres qui se dressent sous leurs yeux. Il y avait 13 poiriers, 10 pommiers, 40 figuiers, 50 rangs de vignes. Il raconte par le menu tout le savoir que Laërte lui a transmis pour cultiver la terre, faire pousser plantes et arbres. Le vieux Laërte en pleure, mais de joie cette fois, tombe dans les bras d'Ulysse. Lui qui était semblable à un souillon se sent redevenir le roi Laërte. Comme Ulysse s'est mis par rapport à Télémaque dans la position du père, il se met dans celle du tout petit enfant par rapport à Laërte. Le résultat ne se fait pas attendre. Laërte rentre dans la maison et quand il en ressort, il est beau comme un dieu. Athéna a un peu arrangé les choses. Quand il réintègre la relation sociale qui l'unit à son fils, il redevient, comme il était autrefois, royalement beau, tel un dieu. Au palais, en ville, le pied d'olivier installé au cœur de la maison, dans la terre d'Ithaque, dans le jardin à la campagne, toute cette végétation continuellement entretenue, voilà qui fait le lien entre le passé et le présent. Les arbres plantés jadis ont grandi. Comme des témoins véridiques, ils marquent la continuité entre le temps où Ulysse était un petit garçon et le temps où, maintenant, il est au seuil de la vieillesse. En écoutant cette histoire, ne faisons-nous pas la même chose? Ne relions-nous pas le passé, le départ d'Ulysse, au présent de son retour? Nous tissons ensemble sa séparation et ses retrouvailles avec Pénélope. D'une certaine façon, le temps, par la mémoire, est aboli, alors même qu'il est retracé au fil de la narration. Aboli et représenté parce qu'Ulysse lui-même n'a cessé de garder en mémoire le retour.
Parce que Pénélope n'a cessé de garder en mémoire le souvenir de l'Ulysse de sa jeunesse. Ulysse dort avec Pénélope et c'est comme leur première nuit de noces. Ils se retrouvent en jeunes mariés. Athéna fait en sorte que le soleil arrête la course de son char pour que le jour ne se lève pas trop tôt et que l'aube tarde à paraître. Cette nuit fut la plus longue au monde. Ils se parlent, se racontent leurs aventures et leurs malheurs. Tout est à présent comme autrefois. Le temps semble s'être effacé. Le lendemain, les familles des prétendants ont appris le meurtre. Ils crient vengeance. Une cohorte de parents, de frères, de cousins, d'alliés, les armes à la main, viennent pour combattre Ulysse. Télémaque et Laërte et leurs serviteurs, fidèles aussi. Athéna empêche l'affrontement. Il n'y aura pas de combat. La trêve, la paix, l'accord sont rétablis. À Ithaque, tout est désormais comme avant. Il y a un roi et une reine. Il y a un fils, il y a un père. Il y a des serviteurs. L'ordre est rétabli. Le chant de la Haide peut célébrer pour tous les hommes de tous les temps et dans toute sa gloire la mémoire du retour. Γέρνει στην άδεια σελίδα, η πόλη αποκοιμιέται αργά. Τα πατώματα τερίζουν μέσα στο σπίτι, σαν χαμένη ψυχή που σκυρτά. Στο παράθυρο το κάρδερο μηδερά ξεχωρίζει μια σκιά που περνά βιαστικά. Το κορμί της δίνει τα φώτα της πόλης που ληστρώνουν στο δωμάτιο κλεφτά. Ματρίζει όλη νύχτα από τείχο σε τείχο, με τα χέρια δεμένα σφιχτά. Στο χάραμα πάνω, στο πρεβάζι ακουμπά και στον αέρα τις λέξεις σκορπά. Αχ, Οδυσσέα αρχής και μου τελειώνει το νήμα. Έχεις καρδιά ναυτικού και σε μαγεύει το κύμα. Δεν κάνουν για σένα. Θάλασσες κυβερνούν το δικό σου το βλέμμα. Με σπρώχνεις από ώρα σε ώρα, σε μέρες, σε μήνες χωρίς λυτρωμό. Θες εσύ να αρμενίζεις κι εγώ να προσμένω, δεν περαστώ όμως γύρω παντού. Αχ, πως βιαστήκαν και φύγαν οι ώρες, εσύ με κρατούσες σφιχτά. Αν είναι οι λέξεις καρφιά και πληγώνουν, τότε είναι η σιωπή μαχαιριά. Στα δικά μου τα σπλάχνα βαθιά φωνάζει αλμύρα. Πάλι με καλούνε μακριά σε άλλους μοίρα.
Merci beaucoup pour la qualité de votre écoute et la chaleur de vos applaudissements.